avons utilisés dans le cadre de notre préparation des enquêtes. Toute personne retournant au pays dont elle est originaire au cours des 10 dernières années, après avoir vécu 1 an à l'étranger et qui, au moment de l'enquête, est rentrée au pays depuis au moins 3 mois. Alors pourquoi cette limite temporelle? Elle est évidente quand on fait des travaux empiriques. Si vous ne vous intéressez pas aux personnes qui sont rentrées au cours des 10 dernières années, vous allez inévitablement vous retrouver avec des retraités, avec des gens qui sont rentrés depuis une trentaine d'années. Or, dans une enquête portant sur le développement, le retour, on s'intéresse, je dirais, prioritairement, même si vous pouvez me reprocher ce biais, pourquoi pas, selon moi, ça n'en est pas un, parce qu'on s'intéresse à des acteurs économiques en âge de travailler, bien évidemment. Ensuite, cette personne doit être rentrée au pays depuis au moins 3 mois, pour une raison simple, parce qu'il faut absolument distinguer le retour, qu'il soit temporaire ou permanent. J'aime cette approche tunisienne d'ailleurs, beaucoup. Elle n'est pas exclusivement tunisienne, mais je trouve qu'il y a eu à l'époque des années 70 une clairvoyance, si vous voulez, de la part des autres. Pourquoi politiquement, symboliquement important pour montrer que l'État s'occupait de ses ressortissants à l'étranger, à l'époque de Ben Ali surtout. Au Maroc, encore aujourd'hui, le roi est celui qui accueille les Marocains rentrant au pays. C'est une forme aussi de, je dirais, d'allégeance qu'on attend de la part des Marocains résidant à l'étranger quand ils sont accueillis par le roi, bien évidemment. Et il y avait, je dirais, on n'était pas en présence d'un roi en Tunisie, bien que, mais il y avait également une vision vis-à-vis du régime qui était utilisée pour en fait créer un lien d'allégeance avec les Tunisiens résidant à l'étranger. Ce n'était pas un retour, c'était naturellement des visites. Toujours concernant la préparation des enquêtes, je vais vous exposer ce questionnaire, la structure du questionnaire, bien évidemment. Le questionnaire en tant que tel est téléchargeable sur le net. Vous êtes les bienvenus, consultez-le. Je vous donnerai naturellement l'adresse est consultable librement. C'est un questionnaire structuré en 3 étapes. Naturellement, la situation avant le départ est essentielle. Que faisait-il avant de partir à l'étranger? Quelle était la situation à l'étranger et quelle était la situation après le retour? Vous voyez naturellement des variables dans les colonnes qui se répètent. C'est évident. Tout simplement parce que l'on doit comprendre de manière diachronique comment le statut, par exemple, matrimonial d'un étranger a évolué avant son départ à l'étranger, etc. Donc, si vous voulez, toute cette question, cet aspect doit être quand même pris en considération. Voilà. L'échantillon que nous avons utilisé, cela naturellement vous intéresse. Donc, plus de 700 entretiens répartis sur différents gouverneurs. Il est évident que le Grand Tunis mobilise la plupart des travaux d'enquête, c'est évident, avec un gros déséquilibre en termes de genre, qui, je dirais, est assez classique quand on s'intéresse à la question du retour. Dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, il y a ce déséquilibre en termes de genre, beaucoup plus d'hommes que de femmes, inévitablement. Même si, je tiens quand même à le préciser, la Tunisie est le pays où la part des femmes est la plus importante. Je tiens juste à le préciser. Je vous ai parlé de cycle migratoire. J'aimerais quand même vous expliquer ce que l'on entend par cycle migratoire, bien évidemment. Il est important de comprendre que le retour fait partie intégrante d'un cycle migratoire. Le cycle migratoire comprend 3 étapes, le départ, l'immigration et le retour. C'est très très simple. Mais c'est important de le souligner pour expliquer une chose, je dirais, très banale pour ceux qui travaillent sur les questions de retour des migrants, à savoir que les conditions d'un migrant de retour sont étroitement liées aux conditions qu'il vivait lorsqu'il était à l'étranger. On ne peut absolument pas faire l'économie de son statut, de ses conditions socio-professionnelles lorsqu'il vivait à l'étranger. Comprendre le retour, c'est comprendre ce qui s'est passé avant à l'étranger. C'est même comprendre ce qui s'est passé au départ, ce qui a même motivé la migration, pour ensuite
vivre à l'étranger, acquérir ou non des compétences, un capital qui soit tangible, intangible, capital humain, capital également en termes de réseau, de capital social également. Un cycle migratoire est complet lorsqu'un migrant de retour au pays, propre chair et sans pression aucune, il y a des éléments divers qui motivent son retour au pays, souvent très positif. C'est une personne qui a eu tout le temps et l'opportunité, je souligne cela, de peser le pour et le contre de sa décision de retour. C'est une personne qui a donc eu le temps de mesurer l'impact de cette décision de retour sur son parcours, son itinéraire migratoire. Or, il existe des migrants dont le cycle migratoire n'est absolument pas complet. Il est incomplet. Certes, ce sont des personnes qui ont décidé de rentrer, mais en raison de facteurs défavorables, pour des raisons multiples que je vais vous exposer dans 3 minutes maintenant. Il est incomplet parce que ce sont des personnes qui souhaitaient rester beaucoup plus longtemps à l'étranger. Elles ont certes décidé de rentrer au pays, mais elles ont pesé le pour et le contre. Elles se sont dit, bon, voilà, je dois rentrer parce que mon père est mort, parce que ma famille m'impose de rentrer au pays, parce que finalement, il n'y a plus d'économie dans ce pays d'accueil, et je ne trouve pas de travail, et je n'ai pas envie finalement de vaguer ici et là, donc je vais rentrer au pays. J'aurais bien voulu rester plus longtemps, accumuler beaucoup plus de ressources, qu'elles soient tangibles ou intangibles, qu'importe, et bon, je vais rentrer au pays. Cette personne aura finalement un cycle migratoire incomplet. C'est très important de le comprendre ainsi. Une troisième catégorie, un cycle migratoire interrompu, brutalement interrompu. Une personne qui n'a même pas eu l'occasion de peser le pour et le contre, qui ne décide en aucune manière de rentrer au pays, elle est même forcée de rentrer au pays, mais pour différentes raisons. Quand on parle aujourd'hui, dans cette rhétorique de retour forcé, on parle naturellement des politiques qui imposent aux migrants de rentrer au pays. Il n'y a pas que ça. Dans notre enquête, nous avons également rencontré des gens qui ont vécu dans un pays en guerre, qui est, par exemple, les Tunisiens qui ont vécu en Libye, et qui, du jour au lendemain, ont dû quitter le pays, en laissant pas mal de biens derrière eux, beaucoup de ressources, et en devant rentrer au pays nécessairement. Il n'y a pas que la réadmission, l'expulsion, comme on peut, à juste titre, s'y attendre, on en a rencontré beaucoup d'ailleurs. Il y a également la guerre, il y a également un contrat d'embauche qui d'un seul coup n'est plus renouvelable. L'employeur a changé d'avis, et cette personne finalement se retrouve sans emploi, elle est contrainte de rentrer au pays. C'est une interruption brutale du cycle migratoire. Cette personne n'a donc pas les ressources nécessaires pour se réinsérer au pays, comme vous pouvez très bien l'imaginer. Et donc, il s'agit ici d'une interruption du cycle migratoire qui intervient naturellement, souvent, bien sûr, dans le pays d'immigration, comme on peut bien logiquement s'y attendre. Donc, il est naturellement nécessaire de comprendre les facteurs qui conditionnent, motivent le retour depuis l'étranger. Ça, c'est très important en s'intéressant à ces 3 différents cycles migratoires, complets, incomplets et interrompus. Ce sont 3 conditions très différentes. Elles portent toutes sur le retour, certes, mais les conséquences sur la personne, mais également sur la Tunisie, qu'elle soit sociale, économique et politique, ne seront pas les mêmes. Donc il est important d'avoir en tête, si vous voulez, ces 3 cycles migratoires. Et vous verrez comme, en effet, lorsque l'on arrive, pardon d'utiliser ce terme, mais d'utiliser, lorsqu'on arrive à l'utiliser, à créer, comme on l'a fait nous-mêmes, ce qu'on appelle une variable composite. C'est une variable qui est basée, si vous voulez, sur l'ensemble, sur des variables spécifiques que l'on a tirées de notre enquête, naturellement. On en a créé une variable, donc composée de plusieurs autres variables nous permettant de créer, justement, de distinguer ceux dont le cycle migratoire était complet, incomplet et interrompu. Et vous verrez comme cette distinction est
fortement significative dans le cadre d'une analyse portant sur la migration de retour. Voilà, ça je l'ai déjà dit en effet. Quand on a fait notre enquête, nous nous sommes retrouvés donc avec énormément d'entretiens traités par SPSS, souvent parce que c'est le logiciel que nous utilisons prioritairement, en fait, pour X raisons, Stata, on l'utilise également. On s'est retrouvés avec une multitude de motifs, et je dirais même de conditions de retour. On ne va pas toutes les lire ensemble, parcourez-les comme ça, si vous voulez, sur l'écran, pour comprendre qu'il y a différentes motivations de retour. Le retour n'est jamais monocausal. Jamais vous ne rencontrerez un migrant qui vous dira, par exemple, je suis rentré pour monter une affaire au pays. Il ne vous dira jamais, dans la pratique, qu'il est rentré pour une seule et unique raison. C'est la raison pour laquelle, dans notre questionnaire, nous avons demandé à chaque entretien, à chaque personne que nous avons rencontrée en Tunisie, de classer par priorité les raisons pour lesquelles il était rentré. Je suis d'abord rentré pour monter une affaire parce que les choses ont changé en Tunisie, il y a eu la révolution, maintenant j'y crois et c'est vraiment ce qui me motive. D'accord. Mais bon, c'est vrai que j'ai envie de me marier quand même. Il y a ça aussi. Et puis bon, j'ai aussi quelques problèmes de santé. Ça fait quand même beaucoup de choses. Alors comment gérer tout cela? Nécessairement, dans les travaux empiriques, vous devez classer les motifs de retour. Vous ne pouvez jamais avoir. Vous ne pouvez jamais avoir. Voilà, il y a comme un écho. Voilà. Vous ne pourrez jamais avoir, si vous voulez, une seule et unique raison. Je répète. Bien, voilà. Quand on se retrouve avec de multiples raisons, il est logique de se retrouver avec de multiples raisons. Il faut naturellement les recenser, les classer, réfléchir énormément. Et au fur et à mesure que progressait notre analyse, on s'est rendu compte, on dit que oui, que là, on avait des cycles migratoires complets, si on considère que la principale raison, prioritairement mentionnée par la personne, un cycle migratoire complet, un cycle migratoire incomplet, et un cycle migratoire interrompu. Donc voilà, si vous voulez, on s'est retrouvé avec une certaine cohérence qui, au fur et à mesure que les analyses progressaient, nous permettait d'analyser les données. J'en arrive aussi maintenant à un tour d'horizon, si vous voulez, sur vraiment très bref, parce que je souhaite m'intéresser pour le temps qui m'est imparti aux migrants de retour créateurs d'entreprises. Hein, d'accord. Donc, brièvement, je passe très rapidement les diapositives. Hein, vous m'en excuserez, mais ce sont des données qui, je crois, ne vont absolument pas vous surprendre, puisque d'une part, on se retrouve avec des migrants qui principalement viennent d'Europe, bien évidemment de France, d'Italie, d'Allemagne, certes, d'Arabie Saoudite, ça c'est la dernière, je dirais, la dernière vague d'entretien que nous avons fait, également de Oman, de Libye, tout cela absolument est dû en fait au dernier, disons à tout ce qui s'était passé après 2011, bien évidemment, puisque notre enquête a eu lieu en 2012 en Tunisie. Ensuite, le groupe d'âge, très intéressant de voir que, bon, ce sont des personnes, on se redoute, puisque nous sommes intéressés à des personnes en âge de travailler principalement, donc elles se concentrent dans cette tranche d'âge, bien évidemment, mais lorsque l'on s'intéresse au cycle migratoire, retenez quand même cette distinction entre le cycle migratoire complet, incomplet et interrompu, je pense que ça a été assez clair sur les différences de cycle migratoire, eh bien je trouve que l'on commence à trouver quelques particularités, par exemple. On voit ici que pour ceux qui ont un cycle migratoire complet, ils appartiennent quand même à différentes tranches d'âge. Ils s'étalent assez bien sur les différentes tranches d'âge quand même. Alors que si vous vous intéressez aux incomplets, vous voyez que les tranches d'âge commencent quand même à se rétrécir. Et en effet, le cycle migratoire incomplet, on comprend que ceux qui sont relativement jeunes, ce sont quand même des migrants d'un âge relativement jeune. Ils ont eu un cycle migratoire incomplet. Vous allez voir que cette observation sera très pertinente par la suite. Juste un bref regard, naturellement, sur l'évolution de l'état matrimonial. Naturellement, avant le départ, aucune différence en termes de cycle migratoire. Cela n'a aucune surprise. Ils sont, je dirais, assez uniformes, ces migrants, d'un point de vue état matrimonial, s'il vous plaît, hein, naturellement.
À l'étranger, on commence à percevoir quelques différences. Vous voyez que ceux dont le cycle migratoire est complet commencent quand même à se marier à l'étranger. On les voit, ils sont à 54% mariés, la moitié pour ceux qui ont un cycle migratoire incomplet. Et puis ceux dont le cycle migratoire est interrompu ont quelques difficultés qui s'affirment, pardon, j'ai fait une erreur, qui s'affirment au moment du retour. Excusez-moi, donc c'est la partie la plus basse. Que se passe-t-il après le retour? On se rend compte qu'il y a beaucoup de célibataires parmi ceux dont le cycle migratoire est interrompu. On se doute que si vous n'avez pas de ressources, si naturellement vous avez, je dirais, vécu le stress d'un retour qui est issu d'un cycle migratoire interrompu, cela a une incidence, on peut l'imaginer, sur vos conditions sociales, économiques, bien évidemment. Un petit regard également très brièvement sur, même en termes de situation financière, je passe vraiment, je survole, parce que ce n'est pas, je peux le faire très rapidement. En termes de situation financière, on leur a demandé, entre autres, selon vous, votre situation financière à l'étranger, elle s'était considérablement améliorée, légèrement améliorée, restée inchangée, empirée, sans opinion. On voit que, quand même, à l'étranger, quel que soit le cycle migratoire, ils sont tous d'accord pour dire qu'à l'étranger, c'était super, j'ai eu quand même une amélioration de mon statut, ou légèrement améliorée, mais quand même une certaine amélioration de ma situation financière. Là où, en revanche, en termes de cycle migratoire, les perceptions sont très différentes, c'est au moment du retour. En effet, lorsqu'on leur demande aujourd'hui votre situation financière par rapport à celle vécue à l'étranger, s'est-elle améliorée, légèrement améliorée, etc., etc., on se rend compte que beaucoup de migrants dont le cycle migratoire est interrompu considèrent qu'elle a vraiment empiré quand ils sont rentrés en Tunisie. Alors qu'il y a quand même, cela s'étale assez bien pour le cycle migratoire complet. Certains déclarent que ça s'est vraiment amélioré, je suis très content d'être rentré, légèrement amélioré. Il y a quand même, je dirais, presque 50% de ceux dont le cycle migratoire a été complet, qui considèrent que bon, c'est quand même une situation qui s'est améliorée. Voilà. Donc, oui, en revanche, on voit que plus on va vers la droite, donc en termes de cycle migratoire, là, il y a quand même un problème qui apparaît. On continue. On peut se demander, bien évidemment, que la durée de l'expérience migratoire peut avoir une incidence sur la propension d'un individu à mobiliser les ressources, naturellement, c'est tout à fait logique, et à considérer qu'il a donc les capacités ou une certaine, je dirais, propension à rentrer au pays. Donc une décision qui peut tout à fait, d'une certaine manière, se justifier. Si on fait une distinction en termes de cycle migratoire en fonction de la durée de l'expérience migratoire qui est en bas, donc, par couleur, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous verrez que, quand même, vous avez des personnes dont le cycle migratoire complet est relatif, donc ont une durée de l'expérience migratoire relativement importante, 13,8 années, cycle migratoire incomplet, 11 années en moyenne, naturellement, et puis cycle migratoire interrompu, durée moyenne, 7,8. Donc on peut s'attendre naturellement à ce que ceux qui ont vécu une expérience migratoire qui est interrompue pour X raisons ont donc une durée de l'expérience migratoire plus brève. Vous verrez toutefois que certains migrants dont le cycle migratoire a été interrompu ont quand même eu des durées relativement importantes, à même plus de 15 ans, tout simplement. Ce sont souvent des Tunisiens qui ont vécu en Libye, pour la plupart, hein, et qui ont donc dû rentrer immédiatement en Tunisie, de manière donc fuir les violences. Je suis fasciné par ce graphique que je vais essayer de expliquer. Il est vraiment très, très intéressant. Il est intéressant parce que nous avons donc fait une distinction double entre le cycle migratoire complet, incomplet et interrompu. Et là, à la base, nous nous sommes intéressés en fait à la période de premier départ. C'est-à-dire, ce sont tous des migrants de retour, bien évidemment, sans doute, mais certains ont
quitté la Tunisie durant les années 50, 60, 70, 80, 90, et ensuite de 2000 à 2011. On les a cumulés pour des raisons pratiques, vous comprendrez ça. Eh bien, on se rend compte d'une chose, et là c'était tellement parlant que plus nous allons, plus les périodes sont récentes, et plus, comme vous le voyez clairement, les cycles migratoires interrompus augmentent, les cycles migratoires incomplets également, et complets, bon, il y en a, bien évidemment, mais ils tendent quand même à diminuer par rapport à ceux qui sont partis bien avant, par rapport aux aînés, disons. Alors je pense que tout cela est à mettre en corrélation à des développements politiques très spécifiques à notre époque actuelle. Ce matin, monsieur l'ambassadeur a parlé de politiques de plus en plus restrictives, répondant, disons, à des impératifs divers, qu'ils soient politiques ou économiques, bien évidemment. On s'oriente de plus en plus vers, bien sûr, des modalités de contrôle des flux migratoires qui ont nécessairement une incidence directe sur la capacité d'un individu à être mobile et à émigrer à l'étranger et à y rester. Il ne s'agit pas uniquement d'être mobile, comme on vous le dit très souvent. Bien sûr, la mobilité, je dirais, est un facteur que l'on ne peut absolument pas, que l'on ne peut pas arrêter d'une certaine manière. Il faut de la mobilité. Mais une chose que les politiques peuvent faire, c'est de limiter la durée de l'expérience migratoire. Absolument. Par des lois, par tout un arsenal juridique qui, disons, contraindra le migrant à disons, à vivre de manière plus temporaire à l'étranger, donc à ne pas jouir des mêmes droits que ses aînés. Voilà. En termes de regroupement familial, la loi, naturellement, autorise le regroupement familial, mais selon certains critères spécifiquement définis. La formation, bien évidemment. Aujourd'hui, étudier en France, c'est une chose. Travailler en tant que stagiaire, ou même se former dans l'entreprise, c'est une autre chose. Il y a des conditions à respecter qui sont clairement définies, des critères auxquels un migrant devra répondre. Et s'il n'y répond pas, soit il quitte le pays, soit il se retrouve avec une invitation à quitter le territoire. Donc, parce qu'il est entré dans la clandestinité. Intervient alors une autre dimension qui s'appelle la réadmission. Vous en avez tous entendu parler. La coopération bilatérale entre récemment Madame Merkel, l'Allemagne et la Tunisie qu'elle a voulu réactiver. Bon, les États membres de l'Union européenne s'orientent, je dirais, de manière presque homogène vers ce genre de migration. Ils l'appellent la mobilité parce qu'elle devient de plus en plus temporaire. Je pense qu'une des conséquences directes, c'est qu'on se retrouve de plus en plus avec des cycles migratoires incomplets, bien évidemment, voire même interrompus pour ceux qui ont, pour X raisons, vécu des circonstances adverses, leur imposant donc de rentrer au pays. Ensuite, une dernière distinction quand même que je trouve très très pertinente. Quel est votre statut professionnel actuellement? Eh bien, là, on voit quand même également par période de premier départ quelques différences. C'est quand même intéressant de voir que les migrants de retour qui sont partis de 2000 à 2004 et qui sont également partis de 2005 à 2011, on va dire au cours des 15 dernières années, ont une forte tendance quand même, je trouve, à être chômeurs au pays. Donc, ils rentrent en Tunisie, mais ce sont quand même, il y a du chômage quand même pour ceux qui sont, comme vous le voyez, partis, ont quitté la Tunisie à partir des années 2000. Donc, ce sont des gens qui s'exposent à la précarité. Mais il faut observer, absolument, qu'il y a quand même beaucoup d'entre eux ont en effet trouvé une occupation salariale à durée indéterminée, bien évidemment. Il y a beaucoup d'employés, sans doute, de personnes qui trouvent un job. Et quand même, on voit une différence par période de premier départ, que je crois qui est assez pertinente. Aucune surprise à remarquer que bien sûr ceux qui sont partis avant les années 80, aujourd'hui, naturellement, pour la plupart, sont des retraités. Tout cela n'a absolument aucune
donc n'est absolument pas surprenant. On continue encore ici, je trouve vraiment très très fascinant. Écoutez, il y a toujours une distinction par cycle migratoire, qu'il soit complet, incomplet ou interrompu. On voit également ici que ce sont quand même des personnes qui sont, dont le cycle migratoire est interrompu ou incomplet, quand même exposées. Ce sont soit des actifs au chômage, soit ils sont au chômage, mais ils ne sont même pas dans leur emploi. On le voit ici, naturellement. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, bon, c'est la distinction que je vais développer dans quelques minutes, soit ils sont employeurs, il y a beaucoup d'employeurs, pour ceux dont le cycle migratoire est complet, ou alors ils sont employés à durée indéterminée, souvent, ils sont ici travailleurs autonomes, comme on le voit, soit dans le secteur formel, informel, bien évidemment. Donc, on voit quelques différences qui apparaissent ici, et que je vais donc approfondir, puisque c'est justement de cette catégorie dont nous allons maintenant nous intéresser. Donc, maintenant, les entrepreneurs de retour en Tunisie, qui sont-ils et que font-ils en fait? En fait, dans notre entretien, nous avons remarqué en fait que nous avons recensé, c'est relativement important, 227 entrepreneurs migrants de retour. Vous allez me dire, les Tunisiens, c'est simplement dû au fait que nous avons adopté volontairement une définition très large de ce qu'est l'entrepreneuriat. Alors, il est naturel que l'on doit s'intéresser aux employeurs qui gèrent des activités créatrices d'emploi, mais il faut également s'intéresser aux autonomes, ceux donc qui travaillent aussi bien dans le secteur formel qu'informel. Ne pas s'intéresser au secteur informel en Tunisie est à mon sens une erreur, puisqu'il y a énormément d'économie informelle en Tunisie, et que nécessairement, vous pouvez très bien, on a rencontré énormément de migrants de retour, pas nécessairement entrepreneurs, mais migrants de retour, et qui travaillent dans le secteur informel, qui pour eux constitue en fait comment dirais-je, un repli dans le cadre d'un marché du travail qui n'absorbe pas assez en fait sa main-d'œuvre nationale encore. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle quand même 31,2% des migrants de retour tunisiens, nous les avons catégorisés. Oui, nous les avons mis comme entrepreneurs migrants de retour. Mais vous voyez quand même de quoi il s'agit. Aussi bien de personnes qui créent de l'emploi que d'autres qui font simplement de l'auto-emploi. Voilà. La notion d'entrepreneur n'est pas cette idée de ces visions, je dirais, occidentales. L'entrepreneur, le businessman, Bernard Tapie, etc. encore. Non, là, il faut s'intéresser à des gens qui donc, sont des employeurs et qui aussi font de l'auto-emploi. C'est très important. On continue, naturellement. Répartition des migrants de retour en Tunisie, entrepreneurs et non-entrepreneurs par cycle migratoire. Là, bien sûr, aucune surprise de remarquer que ceux dont le cycle migratoire est complet sont principalement des créateurs d'emplois. Je pense que les employeurs sont sur 100 employeurs, 77 avec un cycle migratoire complet. Donc des personnes qui avaient le temps de recueillir des ressources, qu'elles soient tangibles ou intangibles, une expérience migratoire qui peut être brève ou longue, mais qui a été un fruit, qui a été disons, une période qu'ils ont su fructifier avant leur retour au pays. Les travailleurs autonomes dans le secteur formel sont aussi bien des personnes qui travaillent, qui ont eu un cycle migratoire complet. Alors là, on trouvait par exemple des professions libérales, avocats, dans les cycles migratoires complets. On trouvait également des personnes travaillant dans la santé, le secteur de la santé, bien évidemment, les cycles migratoires et également ceux dont le cycle migratoire est interrompu. Ça nous a intéressés aussi. Les travailleurs autonomes, principalement, en fait, dans le secteur informel, ceux dont le cycle migratoire a été interrompu, ce sont, disons, pour la moitié des travailleurs autonomes dans le secteur informel. Voilà. Je pense que c'est vous dire à quel point cette variable cycle migratoire est significative pour expliquer beaucoup de choses. Et pour une simple raison, le retour est, je le répète, et je le soulignerai 100 fois, inséparable de l'expérience migratoire vécue à l'étranger. Je ne dis pas qu'il y a un déterminisme. Je n'aime pas les déterminismes. Je ne raisonne absolument pas comme ça. Et je dis qu'il y a un lien de continuité, souvent. Et c'est ce sur quoi il faut se
se concentrer. Pardonnez-moi. Une autre chose, voilà, quelques caractéristiques. Mon Dieu. Oui, alors quelques caractéristiques concernant, on le voit, qui sont en fait ces entrepreneurs migrants de retour. Pour la plupart, oui, ils viennent de France, d'Allemagne, d'Italie, également de Libye, souvent pour les cycles migratoires incomplets ou interrompus, puisque, je le répète, le travail dans le secteur informel a été une solution de repli pour eux, souvent en tout cas. Lorsqu'ils étaient à l'étranger, ils travaillaient en ce qui concerne les employeurs dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce de bâtiments, ça c'est très très clair, une durée de l'expérience migratoire relativement longue quand même, mais également pour les autres entrepreneurs migrants de retour, quand même, absolument. Et puis une certaine cohérence entre les secteurs dans lesquels ils travaillaient lorsqu'ils étaient à l'étranger et ceux dans lesquels ils se sont investis relativement quand même, lorsqu'ils sont rentrés en Tunisie. Ce sont des investissements pour les employeurs relativement éparpillés, je dirais, aussi bien surtout dans l'hôtellerie, en effet, la restauration, le commerce, bien évidemment, mais également l'agriculture, on l'avait remarqué, absolument. Donc voilà, ça c'est juste pour donner une vue d'ensemble assez, à mon sens, éloquente quand même. Voilà, je souhaitais vous dire peut-être quelque chose d'autre. Avant de passer à la diapositive suivante, excusez-moi, je reprends mes notes. Voilà, c'est ici. Voilà, très très bien. Il s'agit ici de la dernière diapositive que je souhaite vous montrer, ou presque la dernière en fait. Vous vous souvenez de cette distinction par période de premier départ. Elle est très importante. Donc, nous avons fait un graphique qui lui aussi est très éloquent, puisqu'il fait la distinction par catégorie d'entrepreneurs migrants retour, les employeurs, les autonomes travaillant dans le secteur formel, les autonomes travaillant dans le secteur informel. Et ensuite, vous avez ces lignes qui, en fonction des périodes de premier départ, fait la part, si vous voulez, des entrepreneurs migrants de retour sur le total de l'échantillon. Je trouve qu'il est intéressant, là aussi, de remarquer qu'il y a quand même une progression graduelle des travailleurs autonomes dans le secteur informel en fonction de la période de premier départ. Donc, quand même, cela s'affirme, même si cela, en fait, a quasiment toujours existé, mais cette accentuation est quand même beaucoup plus récente. Et ce que l'on remarque surtout, c'est que le nombre d'employeurs par période de premier départ tend peu à peu à diminuer, bien évidemment, et que la part des migrants de retour, des entrepreneurs migrants de retour par rapport à l'échantillon, elle aussi tend à diminuer. Je pense que tout cela est, bien sûr, doit être mis en corrélation non seulement avec l'itinéraire de ces personnes, mais également avec, je dirais d'une part, le degré d'absorption du marché dual, du marché de l'emploi dual en Tunisie, qui est un marché aussi bien formel qu'informel. C'est à mettre, bien sûr, en relation avec la difficile et très travaillée histoire de l'expansion du secteur privé en Tunisie. Je sais très bien qu'en Tunisie, il y a eu beaucoup de réformes qui ont encouragé naturellement les investissements privés et un certain degré d'expansion du secteur privé en Tunisie, mais avec certaines contraintes qui relevaient, disons, de facteurs qui étaient aussi bien, je dirais, économiques, les relations entre les petites entreprises et les conglomérats qui sont présents en Tunisie, mais également politiques par rapport, disons, à la manière dont l'ancien régime, disons, contrôlait ou, disons, gérait justement cette expansion contrôlée, je voudrais l'appeler comme ça, du secteur privé en Tunisie. Il y a eu énormément d'études là-dessus. J'ai moi-même fait ma thèse durant les années 90 sur justement le rapport entre entrepreneurs et État en Tunisie, et déjà cela se percevait. Alors tout cela pour dire que certes, pour ceux qui sont partis durant les années 80 et qui sont ensuite revenus, on peut s'attendre naturellement à ce qu'il y ait encore une croissance, disons, de la part des entrepreneurs
travailleurs migrants de retour. Je pense que c'est un reflet, disons, aussi bien de l'itinéraire de ces personnes qu'un reflet du contexte qui est propre à la Tunisie. Inch'Allah, les choses s'amélioreront, mais il est clair que d'autres réformes seront nécessaires pour attirer les investissements des migrants de retour en Tunisie. Pour terminer, j'aimerais pour reprendre d'ailleurs, j'aimerais mettre l'accent sur l'autofinancement. Je crois que dans le cadre du projet LEMMA, on en a parlé, il y avait eu justement beaucoup d'interventions avant-hier. C'était très intéressant d'écouter les intervenants et comment ils expliquaient en fait que le recours à l'autofinancement était quand même une caractéristique majeure des entrepreneurs en général, qu'ils soient de retour ou pas, mais en tout cas les entrepreneurs privés. Donc, et cela se perçoit également dans le cas des entrepreneurs migrants de retour. Ce qui explique également le fait que la famille, les ressources sociales, le capital social a une incidence certaine sur la capacité d'un individu à veiller au maintien de son activité entrepreneuriale. Voilà, j'aimerais maintenant, si vous voulez parler à la fin, je vais conclure, parler des enseignements de cette enquête. On pourrait en parler durant des journées entières. Et je peux vous assurer que beaucoup de collègues ont, heureusement, ont exploité cette ressource, que ce soit des économistes, des sociologues, des démographes, qui est à mon sens riche. Il s'agit, pour autant que je sache, d'une enquête unique en son genre. Et je pense qu'il est important d'en tirer quelques enseignements. Un des premiers enseignements, c'est que une lecture, une relecture justement de la migration de retour à la lumière des cycles migratoires, aujourd'hui, elle apparaît d'autant plus nécessaire et pertinente que le caractère temporaire des migrations internationales a acquis aujourd'hui une importance croissante dans le cadre des pourparlers bilatéraux ou multilatéraux. Concernant la Tunisie ou d'autres pays, cela fait plus de 2 décennies que des mécanismes de gestion des flux migratoires temporaires ont vu le jour à l'échelle nationale, bilatérale et multilatérale. L'exemple le plus récent est le partenariat pour la mobilité qui a été signé par la Tunisie en mars 2014 avec l'Union européenne. Je pourrais en citer bien d'autres. On ne va pas focaliser uniquement sur ce partenariat pour la mobilité qui, faut-il le rappeler, copie des pratiques bilatérales existant déjà entre la France et la Tunisie, entre, je dirais, l'Italie et la Tunisie d'une autre manière. Ce sont des ententes, bien évidemment, mais également entre le Maroc et l'Espagne. Le partenariat pour la mobilité a d'une certaine manière reproduit un mode opératoire qui existait déjà depuis bien longtemps à l'échelle bilatérale. Mais laissez-moi parler du point 18 de cet accord qui propose de, je cite, soutenir lors de leur séjour dans l'Union européenne l'acquisition par les étudiants et travailleurs tunisiens de compétences professionnelles ou académiques leur permettant de retour en Tunisie de développer des activités économiques rentables. Alors bien évidemment, l'accord ne précise pas, il n'a pas à le faire d'ailleurs, il ne précise pas comment atteindre cet objectif. Cela dit, les enseignements tirés de l'enquête que nous avons réalisée confirment que l'enjeu majeur des politiques actuelles en matière de mobilité et donc de retour à un certain moment des migrants consistera à rendre compatible le caractère éminemment temporaire du séjour des migrants tunisiens à l'étranger avec le besoin d'assurer la complétude de leur cycle migratoire. Il ne s'agit pas de rendre soutenable le retour des migrants. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'assurer la complétude du cycle migratoire. Puisque si on se limite, comme la rhétorique nous invite à le faire, à faire en sorte que le retour soit durable. Moi je dis, rappelez-vous ce que les Tunisiens disaient durant les années 70. Eux, ils avaient déjà compris que c'était un retour aussi bien temporaire que permanent. Donc déjà, on peut s'interroger.
faire en sorte que les personnes restent au pays est un contresens. Parce que ceux, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ceux dont le cycle migratoire est complet, ce sont souvent des personnes mobiles qui, après être rentrées au pays, sont très heureuses de repartir vers soit l'ancien pays d'immigration, vers un autre pays. Donc tout cela est important pour comprendre que l'on ne peut pas concevoir le retour comme quelque chose de fixe et d'immobile, quelque chose qui finalement ne sera même plus une étape du cycle migratoire, mais la fin de ce cycle. Le retour n'est pas la fin du cycle migratoire, c'est une étape. Il est naturel pour un migrant de retour en Tunisie d'être mobile. Cela est absolument essentiel pour pallier à des besoins. Cela me paraît aujourd'hui évident. Donc, pour récapituler, le degré de complétude du cycle migratoire des migrants de retour influence fortement leur degré de réinsertion dans le pays d'origine. Je pourrais vous présenter encore énormément d'autres données. Parler de cycle migratoire est essentiel, bien évidemment, pour comprendre que le retour des migrants et leur réinsertion relèvent de facteurs communs au pays de destination et d'origine. On ne peut pas mettre tout, en d'autres termes, parler plus simplement, on ne peut pas tout mettre sur les épaules de la Tunisie. Ce n'est pas uniquement une question qui relève des autorités tunisiennes. Il est important de se mettre autour de la table et de voir honnêtement, de mettre toutes les cartes sur la table et de se dire, voilà, aujourd'hui nous savons que tout cela relève d'un cycle migratoire qui peut être complet, incomplet ou interrompu. C'est un problème pour vous, c'est un problème pour nous. Eh bien, mettons les cartes sur la table et essayons de voir les choses autrement. Donc, au lieu de demander à la Tunisie de faire en sorte que ces gens restent au pays à tout prix, etc., par différents moyens. Les facteurs motivant le retour, ainsi que les conditions sociales, économiques et institutionnelles vécues à l'étranger et dans le pays d'origine, ont une incidence certaine sur la propension d'un migrant à se réinsérer au pays. C'est important. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on choisit de rentrer au pays que l'on aura aussi la capacité de se réinsérer, puisque le cycle migratoire, que j'ai essayé de vous inviter à penser différemment, justement, on dit que ce n'est pas une question de décider d'entrer, c'est une question de ressources, d'aptitude au retour. Tout cela dépend de différents facteurs. Enfin, c'est parce que son cycle migratoire a été brutalement interrompu, pardon, excusez-moi pour l'erreur, c'est parce que leur cycle migratoire a été brutalement interrompu que les migrants seront dépendants de ressources potentiellement existantes au pays, famille, réseau, afin de subvenir à leurs besoins. On pourrait continuer, et j'aurais terminé. La volonté de quitter de nouveau le pays d'origine, donc d'émigrer de nouveau, ne constitue pas un indicateur du degré de réinsertion, car un migrant bien réinséré est aussi un migrant mobile. Voilà. Lors du séjour à l'étranger, la fréquence, ça c'est très important, la fréquence des visites au pays d'origine est positivement corrélée au processus de réinsertion après le retour. Ceux qui ont un cycle migratoire complet font des visites au pays avant de rentrer. Ils ne veulent pas rentrer comme ça. C'est important, même pour les institutions s'occupant du retour, de dire on va vous permettre de faire des visites au pays. Mais vous revenez. Il y a des pays d'immigration qui font cela. Le Canada le fait, par exemple, par des programmes de visites temporaires au pays d'origine, pas dans l'immigration, mais dans les visites temporaires. Allez dans votre pays d'origine, vous restez 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous rentrez ensuite. Vous aurez évidemment l'autorisation évidente, et tous les mois. Si cela ne vous convient pas, on revoit. Je trouve que tout cela est important. Où on met au centre de l'attention le migrant. J'aime parler de libre arbitre d'une certaine manière. C'est une notion très philosophique, mais cela existe également pour les migrants. Aujourd'hui, comparativement aux immigrants seniors, les jeunes générations de migrants semblent plus confrontées au caractère temporaire des migrations et au risque de se retrouver sans emploi après leur retour au pays. Sur 100 Tunisiens qui ont migré entre 2005 et 2011, près de 42 étaient sans emploi au moment du retour au pays. Ce chiffre s'élevait à 14 dans le cas des Tunisiens qui étaient partis à l'étranger avant 1989. Au-delà des différences en termes de cycle migratoire, ces données peuvent être corrélées avec la faible capacité d'absorption de l'actuel marché de l'emploi en Tunisie. J'aimerais quand même terminer sur cette note qui n'est pas aussi pessimiste que cela, mais qui dit simplement, qui met sur la table, et je suis une personne
qui ne peut cacher le problème sous le tapis. Pour moi, lorsqu'un problème existe, il est évident qu'il faut s'y attaquer et voir de manière honnête quelles sont véritablement les solutions que l'on peut trouver par un dialogue. Alors le bilatéral, à mon sens, c'est très important, pourvu qu'il n'est pas biaisé par d'autres priorités qui, naturellement, ne répondent absolument pas aux besoins des migrants de retour tunisiens, dans notre cas de figure, d'avoir un cycle migratoire complet. Car l'enjeu de tout cela, c'est la complétude du cycle migratoire. Voilà, j'ai terminé, mais j'aimerais beaucoup profiter de votre... avoir un échange avec la salle. Je me rends bien compte qu'il s'agit d'une approche qui, je dirais, s'affranchit de la dichotomie dominante entre retour volontaire et retour forcé. Scientifiquement, cette dichotomie n'est absolument pas pertinente. On ne peut pas l'appliquer. C'est une... voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut aborder le problème totalement différemment. Voilà. Merci de votre attention.